les enjeux liés à la stratégie de service client performante et surtout découvrir, on est quand même dans le hug aujourd'hui, donc de découvrir comment le service hub de HubSpot répond à tous ces enjeux. Ce qu'on va voir. Alors, on a un agenda assez chargé aujourd'hui, on a beaucoup de choses à voir ensemble. Tout d'abord, on va quand même essayer de regarder un petit peu ce qui se passe aujourd'hui en 2022. Pourquoi est-ce que le service client il est essentiel pour toute entreprise? Puis ensuite, on va voir comment en fait on peut concrètement mettre en place un service client performant. Et puis, on va passer de la théorie à la pratique avec l'expression des expressions des besoins au déploiement concret, avec des retours d'expérience et de réussite. Et on essaiera de prendre un petit peu de temps à la fin pour répondre à toutes vos questions. Mais encore une fois, n'hésitez pas à nous en poser au fur et à mesure de la présentation. Le but, c'est vraiment qu'on puisse échanger et que ce soit vraiment un échange entre nous. C'est ça, n'hésitez pas parce que c'est toujours plus intéressant quand c'est interactif et que ça répond concrètement à ce que vous êtes venu chercher dans le cadre de cette session aujourd'hui. Allez, qu'est-ce qui est au cœur du service client? Et là, pour commencer, moi, je pense que en fait, on va arrêter de parler. Là, ça fait déjà 5 minutes qu'on vous parle, donc ça va être à vous maintenant. Il n'y a pas de mauvaise réponse ici, c'est plus pour ouvrir finalement le sujet de notre session d'aujourd'hui. Selon vous, qu'est-ce qui est au cœur du service client en 2022? Et donc, on va attendre vos réactions dans le chat. Ne faites pas attendre trop longtemps quand même, hein. Sinon on va devoir combler. Jean-François nous dit la satisfaction. Oui, la satisfaction du client, bien sûr. Très bien. Jean-Luc nous parle de l'expérience. Lucie nous parle de la disponibilité. J'aime beaucoup ces mots-clés. On va les voir au fur et à mesure de cette présentation. Donc, on est d'accord. Allez, encore, je vois qu'on est quand même 14 aujourd'hui. Donc, encore quelqu'un qui veut se lancer, une suggestion. Qu'est-ce qui est au cœur du service client? Moi, je vais vous dire aussi la technologie. Moi, je dirais la personnalisation, parce que chaque client est unique. C'est vrai, c'est bien vrai. Si on n'a pas d'autres retours, je pense qu'on va pouvoir avancer. Mais en tout cas, merci Jean-François, Jean-Luc et Lucie pour vos retours. Clairement, je suis d'accord avec vous. On parle vraiment aujourd'hui de satisfaction du client, de l'expérience, de la disponibilité, de la personnalisation et bien sûr d'outils technologiques. Alors, le terme d'expérience est intéressant parce qu'aujourd'hui, on transforme même le service client en expérience client. Le terme a switché à quel point c'est primordial aujourd'hui d'offrir une expérience positive et satisfaisante. Donc, ça a même fait switcher en fait le terme. Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, moi, ce que je voudrais voir maintenant, si on peut passer à la slide suivante, s'il te plaît, Isabelle, c'est en fait finalement où est-ce qu'on en est aujourd'hui en 2022. On est tous au courant qu'il s'est passé beaucoup de choses sur les 2-3 dernières années, et ça a vraiment modifié, je pense, les dynamismes en entreprise, en B2B, en B2C. Quel est l'état du service client en 2022? Alors, une note, toutes les informations, toutes les données que je vais vous présenter là, elles sont disponibles dans nos rapports HubSpot sur le sujet, qui sont dans les ressources, dans les slides que vous allez recevoir par la suite. Donc, n'en faites pas, vous aurez toutes nos sources en lien dans la présentation. Aujourd'hui, on a des préférences, les clients ont des préférences pour 3 grands critères qui sont le libre service, c'est-à-dire de pouvoir être autonome dans sa recherche d'informations. La personnalisation, Isabelle en parlait tout à l'heure, c'est extrêmement important. On est tous uniques. C'est aujourd'hui très désagréable d'avoir l'impression qu'on parle à une personne qui va nous donner le même retour qu'à une autre, sachant que ma problématique n'est pas la même que tous les autres. Et enfin, la résolution des problèmes en temps réel. Là, on le sait, je veux dire, aujourd'hui, qu'on échange avec un bot en ligne, on est sur un chat en direct. La technologie fait que les échanges sont de plus en plus simples et rapides. Quelques chiffres pour illustrer un peu ces données-là. 90% des clients veulent recevoir une réponse immédiate à leurs questions lorsqu'ils sollicitent un service client. Et pour 60% d'entre eux, ce délai est fixé à 10 minutes maximum. C'est important, ce qu'on est en train de voir maintenant, c'est qu'on est vraiment dans un aspect immédiat. Comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour pouvoir répondre à des demandes le plus rapidement possible, en étant le plus personnel, entre guillemets, possible, avoir une relation humaine? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Dernier point qui est important en termes d'environnement du service client en 2022, mais à mon avis, vous êtes tous au courant, on a à notre disposition une myriade d'outils aujourd'hui, que ce soit des systèmes de ticketing, de chat en direct, de bots, d'enquête de satisfaction.
moi, ce que j'ai envie de voir dans la session qui se déroule aujourd'hui, c'est comment un petit peu essayer de trouver une trajectoire parmi toute cette myriade d'outils, pourquoi les utiliser et pour quels résultats. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que ces chiffres-là et cette transformation, on la ressent autant en B2B qu'en B2C. C'est-à-dire que même en B2B, nous on est une agence principalement B2B, on observe que les attentes sont très proches de ce qu'on vit en B2C. On est tellement habitué aujourd'hui à avoir un service efficace dans notre vie courante qu'on s'attend à avoir la même chose et qu'on exige presque la même chose en B2B et que du coup, ça oblige les entreprises aussi à travailler cet aspect-là de personnalisation, d'autonomie, de résolution rapide et c'est un vrai enjeu encore plus peut-être dans les années qu'on est en train de vivre là. Clairement, on n'est qu'au début. Hein. Je pense que les 2 dernières années ont vraiment eu un impact énorme sur la manière dont on fait du business. Et que là, on est vraiment aux prémices d'une nouvelle période, une nouvelle ère de surpersonnalisation, etc. Ce que je veux voir aussi avec vous maintenant, c'est 3 objectifs que j'avais principaux à garder en tête. Quand on parle de service client, moi tout de suite, j'ai pensé tout d'abord à l'amélioration des taux de satisfaction du client avec le CSAT, donc Customer Satisfaction, qui permet aux équipes de déterminer le degré de satisfaction de leurs clients. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, évidemment, le but, et d'ailleurs, je voyais, donc c'était Jean-François qui nous en parlait tout à l'heure, de la satisfaction du client. En effet, le but, c'est vraiment de fidéliser vos clients en leur donnant une expérience client, pareil de ce que disait Isabelle, qui soit la meilleure possible. Comment savoir? C'est en récupérant du feedback. Les systèmes pour récupérer, donc pour avoir de la donnée sur le CSAT, c'est très simple. En fait, vous avez 3 types de données, soit avec des systèmes d'échelle, sur l'échelle de 1 à 10, qui est votre degré de satisfaction, ou alors je suis par rapport à tel niveau de service, je suis très satisfait, plutôt satisfait, satisfait, peu satisfait, etc. Ou alors un système très simple qu'on voit souvent dans les aéroports, typiquement, quelle était votre expérience aujourd'hui? Vous avez des petits emojis, content, pas content, neutre. Donc ça, c'est le point sur le CSAT. Je pense que c'est vraiment important de le garder en tête. C'est simple, mais ça vous permet en fait de tout de suite savoir si l'expérience client que vous offrez, elle est pertinente, positive ou pas. Deuxième point, on parlait de l'aspect immédiat, c'est de réduire le délai moyen de première réponse. Première réponse, attention. Ce qui est important de garder en tête, c'est qu'en effet, pour moi, il y a 2 choses différentes. Il y a le fait d'échanger en direct sur un chatbot, sur un chat avec soit donc un bot ou avec une personne sur une problématique donnée, ou il y a aussi en parallèle la possibilité d'ouvrir un ticket. J'ai une problématique aujourd'hui avec mon téléphone. Oui, je peux appeler un agent directement ou faire du chat en direct, ou alors je peux ouvrir un ticket en ligne. Et il me semble qu'en effet, on ne s'attend pas à avoir une réponse immédiate à notre ticket. Néanmoins, on le veut, et il me semble que c'est ce qui est noté ici sur cette slide en tout cas, on veut avoir un retour de notre demande de ticket, notre demande de suivi dans un délai de 24 heures. Ne serait-ce que la prise en compte, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément la résolution, mais on parle bien de première réponse. C'est-à-dire que j'émets un besoin et on acte, on prend en compte ce besoin. La réponse peut être plus tardive, mais en tout cas, on a pris en compte ce qui se passait pour moi. Et ça, c'est hyper important d'avoir cette réactivité, même si ce n'est pas la réponse finale attendue, mais au moins la prise en compte du besoin. Tout à fait. Et d'ailleurs, par rapport à ça, il y a, pour le mettre en place concrètement, après on y reviendra, mais il y a des systèmes d'automatisation où en fait, dès qu'une personne va ouvrir un ticket, on peut envoyer un mail directement, automatiquement, en disant merci, on a bien pris en compte votre ticket, on reviendra vers vous dans les plus brefs délais et sous 24 heures. Et on sait tous que c'est automatisé, on n'est pas bête, mais juste, c'est rassurant de savoir que la demande est prise en compte. C'est déjà une première étape. En tout cas, je pense que si on n'a pas ça, on manque gravement à l'expérience client. C'est surtout dans ce sens-là que je vois les choses. Et alors, pour terminer sur ce point-là, donc on parlait dans les 24 heures, en moyenne, par rapport au rapport qu'on a pu voir, nous, enfin qu'on a pu développer chez HubSpot, tout de même, les clients s'attendent à recevoir une réponse en moins de 4 heures. Ouais. Ce qu'on disait, on est de plus en plus exigeant. Hein. Très exigeant. Dernier point qui me semble très important à souligner aujourd'hui, c'est hyper important de fournir des expériences clients authentiques en ligne. Encore une fois, on va se répéter, mais personnalisation, chat en ligne, on a envie d'être traité, moi j'ai envie d'être traité en tant que Tiffaine qui a un problème et non pas en tant que client A avec tel souci. Attention à nuancer tout de même quand on crée par exemple des bases de connaissances, des FAQ. Le but, c'est aussi de se dire, ce type de problématique, elle survient souvent.
Typiquement, j'arrive pas à allumer mon ordinateur. Et ben là, en effet, ça va être une problématique que beaucoup de personnes peuvent voir. Donc là, on peut faire du one to many. Mais par contre, quand on échange avec quelqu'un directement, je pense que c'est important de toujours humaniser, de personnaliser l'échange. C'est ça, et je pense que ça va résonner pour pas mal de personnes. Il n'y a rien de pire d'avoir une tentative de personnalisation où on se trompe de prénom ou de nom. Ça démontre à quel point on est finalement lambda parmi lambda, et c'est le premier point. On n'a pas toujours la meilleure occasion de faire une bonne première impression, ça en fait partie. Même dans ces petits détails-là, c'est là que c'est important de montrer qu'on a fait attention à ces détails, on ne se trompe pas de prénom, on ne se trompe pas de nom, et on apporte ce qu'on disait tout à l'heure, le fait on prend en compte la première demande. Et clairement, tout à fait d'accord. Et là-dessus, encore une fois, si on parle d'objets, enfin d'outils très concrets, les objets de personnalisation, hein, ça vous permet de dire bonjour, prénom. Après, attention, il faut avoir un la base de données, ouais, faut avoir un CRM propre. Mais voilà, donc en fait, tout est finalement. Ouais, ce que je veux que tout le monde garde en tête en sortant de cette session, c'est de se dire que c'est possible de créer aujourd'hui une expérience client qui soit vraiment de qualité et pertinente sans avoir besoin d'avoir quelqu'un derrière un ordinateur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à répondre à tout le monde. Aujourd'hui, vous avez plein d'outils qui vous permettent d'automatiser tout ça, mais on va y revenir. Exactement. Et du coup, alors, on va comprendre l'impact de ce qu'on appelle donc, ce service client exceptionnel, parce que, effectivement, client satisfait, finalement, ça devient vos meilleurs commerciaux. C'est eux qui vont travailler à faire connaître votre marque, vos produits, vos services auprès de leurs pairs. Et du coup, c'est forcément générateur de croissance. Mais alors, du coup, ça repose sur quoi? C'est une très bonne question. On le sait tous aujourd'hui, hein, un client satisfait, ça va générer des leads. Et puis, ça va sûrement, donc, c'est un client satisfait va aussi acheter peut-être d'autres produits, en tout cas, va être fidèle à votre marque. Et ça, c'est des choses qu'il faut vraiment garder en tête. Alors là, j'ai noté sur la slide, mais les clients qui bénéficient d'un service client de qualité, ils sont donc susceptibles de partager leur expérience avec leurs amis, avec leur réseau, avec leurs amis, avec leur famille, même en B2B, hein. Même surtout peut-être en B2B, parce qu'on a tendance à faire confiance à ses pairs et à être sensible aux recommandations. Ouais. Typiquement, d'avoir travaillé avec telle agence, on peut en parler avec d'autres collaborateurs, d'autres pairs exactement, et puis se dire, nous, notre expérience, elle a été extraordinaire, on est ravis, on vous les recommande. Et donc, je pense qu'il faut parfois aussi s'élever du modèle avis sur Google, même si bon, ça existe, mais se dire aussi que c'est pas que dans du B2C que les avis sont importants. Les gens parlent, on est dans des milieux qui restent, enfin, si on est dans des milieux niches ou en tout cas dans notre environnement, notre vertical d'activité, les gens parlent et c'est important vraiment de soigner le service que l'on offre et du coup son expérience client et son service client également. Donc, comme on le disait, le bouche-oreille et les recommandations comptent parmi les outils marketing les plus abordables et les plus efficaces, parce qu'en effet, ça ne coûte en soi pas grand-chose d'avoir des personnes qui vont parler de vous. Ce qui coûte de l'argent, à mon avis, c'est surtout de mettre en place des services clients, encore une fois, qui soient performants et pour fidéliser vos clients. Dernier point, c'est qu'en fournissant une expérience exceptionnelle aux clients, les équipes de service client, elles contribuent directement à la croissance de leur entreprise grâce à un réseau de clients promoteurs. Là, je vais faire une petite parenthèse et je vais laisser passer à la slide suivante, s'il te plaît, Isabelle. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas le modèle du cycle inbound développé par HubSpot, nous, chez HubSpot, on voit finalement la croissance d'entreprise qui n'est pas en mode entonnoir, avec un visiteur, prospect qui arrive en haut d'entonnoir, qui ensuite devient lead et ensuite il sort en client et c'est tout. Nous, on le voit comme un volant d'inertie. Donc, c'est-à-dire qu'ici, si c'était une animation, ce que vous voyez ici, ce serait donc en train de tourner comme ça. Et donc, on va attirer donc, des visiteurs qui vont, ensuite, on va interagir avec eux, donc ça va devenir des prospects. Et ensuite, ils vont finalement passer à maturation et devenir clients, mais on ne s'arrête pas là. On veut que ces clients soient nos promoteurs. Et c'est vraiment tout le but de la slide qu'on vient de voir, c'est que et c'est impératif aujourd'hui, il me semble, d'utiliser la force, la croissance que peut générer vos clients stage promoteurs pour attirer de nouveaux leads. Et donc, on se situe sur la troisième phase du cycle inbound quand on parle du service hub et du service client. C'est la phase de fidélisation, delight en anglais. Voilà. On est sur une boucle vertueuse, en fait. Exactement, exactement. Effectivement, l'autre point qui est important, c'est quand on parlait
croissance, c'est aussi la capacité à travers un client satisfait d'avoir la possibilité de le garder plus longtemps. Et ça, ça améliore forcément ce qu'on appelle la CLV. Alors, on utilise plein d'acronymes partout, mais en gros, c'est le cycle de vie du client. C'est combien de temps, à partir du moment où j'ai réussi effectivement à gagner un nouveau client, combien de temps je peux espérer le garder, parce que forcément, ça va jouer sur mes résultats et cette rentabilité. Donc, c'est comment, depuis l'acquisition jusqu'à la fidélisation, j'ai un impact positif sur ma croissance et le service client est un impact positif sur ma croissance. On le disait tout à l'heure sur l'avis client, c'est aussi un outil finalement, un levier marketing, c'est-à-dire que essayez de voir comment vous fonctionnez vous-même lorsque vous allez acheter un nouveau produit ou autre, vous allez prendre connaissance des avis qui sont partagés. Donc des avis, on le disait, directement bouche à oreille, des recommandations qu'on peut vous faire, mais il y a un moment donné où vous allez aller regarder ce qui se dit de cette marque. Alors, il y a ce qui se dit sur le site, ce qu'on appelle les verbatim clients. Ça, c'est précieux, c'est-à-dire que si vous avez des clients qui acceptent de vous donner un retour, mettez-les sur le site. Et puis aussi, effectivement, ce qui se dit ailleurs que sur votre site, mais qui reflète votre qualité. Tout ça, ça participe de la croissance. Et un autre point qu'on oublie un peu parfois, c'est le fait qu'un client satisfait, c'est aussi les collaborateurs satisfaits. Il n'y a rien de pire quand on a des clients pour qui ça ne se passe pas bien, parce que faut être réaliste aussi dans la vie d'une entreprise. Il y a parfois des situations où on n'arrive pas à apporter la bonne réponse, où il y a quelque chose qui se grippe un peu dans le fonctionnement. Si vous avez des collaborateurs qui tous les jours sont face à des difficultés, il y a un moment donné, il faut être lucide, on se démotive et finalement, on est moins enclin à apporter quelque chose de satisfaisant aussi. Et c'est très finalement lié. Un collaborateur satisfait, il va apporter quelque chose de satisfaisant aussi pour le client et les deux vont se nourrir. Donc finalement, on vient toucher à un impact qui est peut-être un peu plus décorrélé, mais qui est réel quand même, qui est l'impact sur l'employabilité de votre marque, sur l'engagement et ce qu'on appelle la marque employeur, parce que finalement, une boîte qui apporte satisfaction à ses clients, ça donne envie de la rejoindre et finalement d'être partie prenante de cette satisfaction. Donc c'est assez lié finalement d'avoir ce service client qui impacte la marque employeur. Et je terminerai en disant que un service client, c'est pas seulement finalement répondre aux demandes, c'est aussi savoir surpasser les attentes, d'être toujours en recherche de qu'est-ce que je peux offrir de plus comme expérience, qu'est-ce que je peux proposer comme nouvel univers de marque, comme univers de services, de propositions de produits qui va surpasser ce qu'on attend de moi en tant que marque finalement. Il y a plein de choses que tu as dites là dans ce slide. Moi, si je dois retenir 2 points, c'est proactivité, c'est ce que tu viens de dire, et puis le respect. Et je suis ravie que tu aies parlé aussi de l'aspect auprès des collaborateurs, parce que on a tendance à oublier l'aspect quand même humain, que finalement, même si on peut automatiser un maximum, à terme, dans votre service client, vous avez des personnes qui y travaillent, et qu'en effet, quelqu'un qui souffre au travail, ça va se ressentir. Et il ne faut pas oublier qu'en effet, ces personnes-là, il faut les valoriser, il faut de toute façon respecter tous vos collaborateurs, ça c'est la base, mais en effet, il faut les valoriser, leur donner tous les outils pour leur simplifier la vie. Et en effet, de se dire, en effet, oui, c'est pas simple de gérer des litiges parce que, en effet, on a des personnes qui sont peut-être frustrées au téléphone, mais d'avoir tous les systèmes, toutes les réactions possibles, tous les scénarios possibles, imaginables pour répondre à ces litiges afin d'améliorer la satisfaction du client et en tant qu'agent, de se sentir quand même plus à l'aise, moins agressé, ne pas arriver au travail avec la boule au ventre. Je pense que c'est important. Moi, j'ai travaillé chez POC pendant quelques années, c'était pas simple. Donc, c'est quelque chose, à mon avis, que les entreprises doivent vraiment prendre en compte, en effet, pour même en termes de croissance, avoir de soigner sa marque employeur et soigner son expérience client à terme. Il faudra qu'on en parle parce que moi j'ai fait 10 ans en centre relations clients. On parlera de nos expériences respectives, mais effectivement c'est quelque part, pour l'avoir vécu, vous êtes le premier interlocuteur de la marque en fait. Donc en tant que collaborateur, vous portez les valeurs de la marque et si vous êtes bien dans votre peau, dans votre job, ça va se ressentir. Et même si vous n'apportez pas la réponse qui était attendue, X, Y raison, même si ça doit prendre un peu de temps, si la relation s'est bien passée, finalement, ça règle déjà une partie du souci. Donc, c'est important. Tu parlais d'outils. Oui, c'est important aussi parce que
pouvoir avoir un historique de tout ce qui s'est passé et de la vie du client et pouvoir personnaliser l'approche quand on est en réponse directe, c'est précieux aussi parce qu'on le disait tout à l'heure, vous n'êtes pas un parmi tant d'autres, vous êtes ce client unique à qui on veut apporter satisfaction. Tout à fait. Je pense que ça conclut très, très bien notre première partie. On va pouvoir passer à l'aspect un peu plus concret / outils technologiques de ce service client. Je te laisse passer à la... Ouais, et toujours n'hésitez pas, hein, si vous avez des remarques ou autres, de les partager sur le chat, ce sera avec plaisir qu'on en prendra compte. D'ailleurs, avant de passer peut-être à la deuxième partie de notre présentation, on va prendre une question. Il y a Alexis qui nous a demandé quid de l'aspect multilingue pour la satisfaction client. C'est un grand sujet. Je pense qu'il faut se poser les bonnes questions pour commencer. Quel est l'aspect multilingue? Typiquement, je prends l'exemple d'HubSpot, ce que je connais mieux. HubSpot, on est disponible sur 5 langues aujourd'hui. On a l'anglais, l'espagnol, le français, l'allemand, le japonais et 6, le portugais. Que tu maîtrises toutes. Ouais, exactement. J'aimerais. Donc, on va avoir un support disponible dans ces langues-là, parce que c'est les langues dans lesquelles on travaille, l'académie est disponible sur ces langues-là, etc. Ça, c'est une première chose. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est qui sont mes personas, quels sont les marchés sur lesquels je travaille, quelles sont les langues sur lesquelles je travaille. Moi, je conseillerais, mais après c'est personnel, je conseillerais de travailler entre guillemets intelligemment et de se focaliser sur mes personas plutôt que vouloir faire plaisir à tout le monde. L'anglais, ça reste la langue de base, entre guillemets, en tout cas globale, universelle. Et ensuite, se focaliser sur les marchés sur lesquels on travaille. Et ensuite, si on parle concrètement d'outils, il y a plein d'outils maintenant où vous pouvez tout à fait sélectionner les langues sur lesquelles vous voulez travailler. On le verra avec l'exemple du service Up aussi, sur les enquêtes de satisfaction. Voilà, c'est une réponse assez large, ouverte. Alexis, pas de problème si vous voulez qu'on approfondisse la question. Je regarde le chat. Je dirais que l'important, c'est pas de faire de fausses promesses. C'est-à-dire que pour filer un peu ce que tu évoquais, ça sert à rien d'avoir un site en 15 langues et un service support en 15 langues si vous vous adressez à 2 marchés. Pourquoi? Parce que ça va laisser croire que vous êtes en capacité de traiter en plein de langues parce que vous êtes servi d'un outil pour traduire. Et finalement, ce que vous allez apporter réellement derrière, ça sera déceptif parce que vous n'êtes pas capable d'apporter la réponse finale dans la langue attendue nativement. Donc, le point évoqué de bien savoir à quel marché on s'adresse, qui sont les cibles, les personas, et d'apporter la réponse dans la langue si possible, ou en tout cas dans une langue universellement parlée, c'est important pour ne pas se disperser et faire des fausses promesses. Tout à fait. Donc, pour moi, pour résumer, mais ça vaut pour tout type de stratégie qu'on veut mettre en place. Moi, je pense qu'il faut commencer petit et ensuite élargir. Il ne faut pas commencer large, ça marche pour le marketing de contenu, pour l'ABM, pour tout. On se focalise sur le début, le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on va faire du multilingue? Et ensuite, on évolue. Allez, on poursuit? Allez, on poursuit. Comment on va mettre en place finalement ce service client performant? Là, on rentre dans l'aspect très concret avec le service Hub. Alors, le service Hub de HubSpot. Alors, rapidement, mais vraiment très rapidement, aujourd'hui, HubSpot, c'est une plateforme qui est donc un CRM composé d'autres logiciels, Marketing Hub, Sales Hub, Operations Hub, CMS Hub pour la création de site Internet et le service Hub pour le service client. Que les choses soient un peu plus claires si ce n'était pas le cas. Le service Hub, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme connectée et facile d'utilisation conçue pour offrir un service authentique et surtout, placer le client au centre de sa stratégie. C'est important qu'on parle de stratégie, même quand on parle d'outils, mais j'y reviendrai, hein. C'est important. Alors effectivement, on ne va pas tout détailler parce que c'est très riche, mais en gros, on a 3 grands points. L'idée, c'est de rassembler les équipes et les canaux, c'est-à-dire d'avoir des outils qui permettent de centraliser les informations, qui est un lieu, un outil qui permette pour chacun d'avoir un historique de ce qui s'est passé, de ce à quoi on s'est engagé auprès du client, des réponses qui ont été apportées, de façon à ce que, quel que soit l'interlocuteur que l'on est, on ait une fluidité et quelque chose qui laisse entendre que, ok, j'ai peut-être pas la même personne, mais en tout cas, j'ai la même réponse satisfaisante. Faire évoluer le support, c'est aussi se nourrir de ce qui se passe. Tu parlais tout à l'heure de la base de connaissances. C'est un point, par exemple, hyper intéressant.
Si effectivement on voit que on a plusieurs fois la même demande récurrente à laquelle on apporte à peu près toujours la même réponse, bah, ça détecte le fait qu'il y a peut-être besoin d'une amélioration sur le sujet. Ça peut être juste dans la communication, c'est pas forcément dans le service ou le produit, mais le fait de communiquer mieux pour que ça soit mieux utilisé. Et du coup, de se dire, bah, cette information-là, plutôt que de mobiliser mes ressources à donner cette information, autant que je la rende accessible et que les personnes qui en ont besoin la prennent en autonomie. Donc ça, c'est tout l'intérêt d'avoir des supports qui évoluent avec le temps et l'expérience de ce qui est offert, et la base de connaissances en fait partie. Et puis on parlait de proactivité. Implémenter aussi un service proactif, c'est pouvoir mesurer les performances. Tout ce qui ne se mesure pas, on va avoir du mal à le faire évoluer, donc pouvoir mesurer le temps qu'on prend à répondre pour pouvoir l'optimiser, de pouvoir mesurer les délais de résolution, d'avoir par exemple des vidéos personnalisées, etc. C'est tout ça que permet un outil. Et je faisais un peu la plaisanterie sur la stratégie. L'outil tout seul ne fera rien. C'est comme d'habitude. L'outil tout seul ne fait rien. Donc, on réfléchit en amont à qu'est-ce que je veux pouvoir faire avec cet outil de façon à ce qu'il soit le meilleur reflet de ma stratégie. Oui, 100% d'accord. Je me dis, mais tout est dit. Une chose sur laquelle je voudrais rebondir, c'est aussi sur finalement faire évoluer les supports. Moi, je suis toujours en train de citer ça, c'est de l'anglais, mais work smarter and not harder. Donc, en fait, le but, c'est d'être aussi intelligent dans sa stratégie, c'est-à-dire, essayer de ne pas dupliquer les missions faites, les activités, c'est vraiment de les utiliser, de travailler en synergie. L'intérêt finalement d'outils tels que HubSpot et Service Hub, c'est aussi de pouvoir vraiment être transparent et permettre une collaboration très simple entre guillemets entre toutes les équipes, avec donc son CRM, ses données, avec ses équipes et de service client, mais aussi commercial, de marketing, afin que tout le monde travaille bien en synergie et de manière bien alignée. Alors, très, très rapidement, parce que le but de cette session, c'est pas de faire une démonstration du service hub, du moins pas commercial, mais pour vous donner un petit peu des idées, des points de réflexion. Les composantes clés de la solution de service client de HubSpot, donc le service hub, donc elle est basée sur trois fonctionnalités principales, trois grands groupes de fonctionnalités qui sont donc le support technique. On va voir le détail après. Vous aurez les slides à la suite de la session, donc je ne vais pas les citer. On va avoir tout un service client omnicanal. Hein. Le but, c'est de simplifier l'expérience client, de permettre d'avoir un seul endroit où se trouver pour pouvoir avoir des solutions à ces enjeux et ces problématiques. Et enfin, l'automatisation et le CRM intégré, c'est le principe de la plateforme HubSpot. Je vois qu'il est 11h30. On va faire une petite session de démonstration de 3 minutes de l'outil Service Hub avec une vidéo que j'ai enregistrée spécialement pour vous. Donc, c'est parti. Alors, juste, c'est intéressant parce qu'il y a plein d'éléments où tu marques nouveau. C'est vrai, Isabelle. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on tombe bien de faire cette session sur Service Hub aujourd'hui. En fait, en mars dernier, on a fait une refonte de l'outil Service Hub avec tout un panel de nouveaux outils, de nouvelles fonctionnalités. Le but étant vraiment de renforcer l'expérience client, de pouvoir aussi simplifier la mise en place d'une stratégie de service et d'expérience client à nos clients HubSpot. Et donc là, vous voyez, on a pas mal de nouveautés qui sont arrivées au mois de mars, que d'ailleurs je vais vous présenter là très rapidement. Alors, est-ce que ça va fonctionner? C'est parti. On va voir les outils principaux. On va commencer par les tickets. Tout à l'heure, vous l'avez dû voir dans la slide différente, vous parlez de pipeline de tickets. C'est cela, c'est-à-dire que vous pouvez créer des tableaux avec chaque étape de votre ticket, ouverture, mise en relation, etc. Et vous pouvez ensuite les déplacer, un système de drag and drop. Et ensuite, vous pouvez les trier par exemple, propriétaire du ticket. Donc, si je suis agent, pour moi. Si je suis manager, je peux aussi les trier en fonction de telle personne, X, Y, Z. Je peux évidemment aussi créer un ticket directement. Ou alors, ils peuvent être créés évidemment par un de mes clients qui va le faire automatiquement via le portail client. Je vais vous le présenter après. Et vous pouvez ensuite, évidemment, ajouter toutes les données possibles et imaginables concernant ce ticket. Le but étant, encore une fois, d'avoir le plus d'informations et de transparence possible. On a aussi toute la partie enquête de feedback.
On en parlait tout à l'heure quand on parlait du CSAT, hein, la Customer Satisfaction. On peut envoyer aujourd'hui des enquêtes personnalisées. Donc, soit on crée son enquête de A à Z, soit on a des modèles disponibles pour vous, donc de support client, de satisfaction clientèle, donc vous savez avec les échelles 1 à 10, les petits emojis, ou aussi des enquêtes de fidélisation de la clientèle, ce qu'on appelle le Net Promoter Score, NPS. C'est finalement demander à des personnes si ils feraient une recommandation de l'outil du service à leurs proches. Typiquement, moi, c'est un de mes KPIs dans l'académie, le NPS. Pour l'exemple, on va prendre donc le CSAT qu'on va donc diffuser par email. Et donc ici, vous voyez, là, mon entreprise de démo, c'est Biglytics. Donc, on a à avoir mon logo, etc. Et puis, justement, pour rebondir sur la question d'Alexis, là, je peux choisir la langue de mon email. Vous voyez, là, il était en anglais tout à l'heure, j'ai cliqué sur français et j'avais donc mon mail en français qui s'affichait. Rapidement, la base de connaissances, FAQ, on en a parlé tout à l'heure. Ici, vous pouvez créer tous vos articles à mettre en brouillon, les archiver. Très simple. Dernier point, c'est le portail client. Qu'est-ce qu'un portail client? C'est un des nouveaux outils qu'on a lancé en mars. C'est en fait de pouvoir permettre aux clients d'avoir une vue globale sur l'intégralité des tickets qui ont été ouverts. À l'époque, avant qu'on le crée, en tant que client, on n'avait pas de visibilité. C'est-à-dire que nous, en tant qu'entreprise, on va récupérer les tickets, ils vont dans une pipeline de tickets, oui. Par contre, on ne va pas le voir, nous, en tant que client, tous les tickets qui ont été ouverts. Alors qu'en fait, ça, ce que ça permet, c'est de se rendre compte que si moi, j'ai un souci sur X, Y, je vais pouvoir, en fait, aller sur mon portail client et me rendre compte que je ne suis pas la seule à avoir ce souci-là et qu'en fait, le sujet est déjà traité. Donc, je peux juste regarder, suivre, en fait, l'avancée de la gestion du ticket sans faire de dupliqué. Et donc, en plus, c'est brandé, vous l'avez vu avec Biglytics. Dernier point que je vais vous montrer, c'est toute la partie conversation. C'est la boîte de conversation qu'on propose, qui est partagée, où en fait, on peut la trier en fonction de l'agent, en fonction du canal. Donc, est-ce que c'est un chatbot? Est-ce que c'est un formulaire? Est-ce que c'est un ticket qui a été ouvert? Et ensuite, on peut voir aussi tout l'historique d'échange avec le client. Et même dans sa base de données. Donc, est-ce que c'est un client récent, etc. C'était rapide, c'était 3 minutes de présentation d'un outil qui est quand même assez complet. Évidemment, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez donc nous contacter pour qu'on en discute, évidemment. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'on y retrouve la flexibilité et l'intérêt d'une plateforme comme HubSpot, c'est-à-dire qu'il y a énormément de choses qui sont pré-paramétrées, proposées en fait de manière modélisée, templatée, et qu'on peut tout à fait les personnaliser. Donc, on a déjà de quoi commencer avec des premiers acquis, et puis après de pouvoir effectivement l'adapter au mieux à son métier et ses besoins. Alors, est-ce que ça va partir? Hop. Est-ce que je peux avancer? Ouais. Dernier point aussi qui me semble important quand on parle d'outils, en tout cas d'aborder avec vous, c'est aussi tout l'aspect analyse, mesure, etc. Parce que comme Isabelle l'a dit, les outils c'est bien. Par contre, comment est-ce qu'on sait que notre stratégie elle est performante si on n'a pas de facteur mesure ça, ouais. Exactement. Et moi, les outils d'analytics qu'on a chez HubSpot, à mon sens, sont très importants parce que pour que ce soit la direction ou si vous êtes PDG ou vous en tant qu'agent, c'est important de voir en fait comment est-ce qu'on se mesure. Est-ce qu'on est plutôt en vert ou plutôt en orange ou alors en très rouge. Et donc, avec HubSpot, vous avez pas mal d'outils d'analyse, de performance, etc. Donc ici, vous pouvez le voir, on a plusieurs types de tableaux sur la performance de l'équipe. Si vous êtes manager d'une équipe d'agents de service client, par exemple. Performance du service au fil du temps, voir est-ce que finalement est-ce que la stratégie elle est dans l'amélioration ou alors elle décline. Dans ce cas, il va falloir peut-être changer certaines choses. Vue d'ensemble des chats, etc. Et donc la slide d'après, c'est un exemple que j'ai créé pour vous. Et finalement, c'est là si on prend nos performances générales du service client, en fait, on peut voir donc toutes les tendances, les chiffres par agent, etc. Donc, en l'espace de quelques secondes, quelques minutes, on peut déjà avoir un aperçu très concret de est-ce qu'on est en train d'aller dans la bonne direction, est-ce que ça fonctionne ou pas. Et là, pareil, on n'a pas à se creuser la tête à réfléchir à ces tableaux de bord. Il y a déjà des choses qui sont proposées. Après, on peut se créer de manière très personnalisée, mais en tout cas, on a déjà les bases. Ça, c'est hyper intéressant.
C'est la fin de la partie outils. Je regarde dans le chat, j'ai pas vu de questions, mais si vous en avez, bah, n'hésitez pas avant qu'on attaque la dernière partie de cette session. Voilà, ou même des retours. Est-ce que vous avez pris des choses? Est-ce que voilà, il y a des aspects qui vous semblent très pertinents, d'autres un peu moins? N'hésitez pas. On est là pour échanger aussi. Et puis, bah, du coup, l'idée, là, c'est de passer effectivement de la théorie à la pratique et à ce qu'on appelle chez Winbound de l'expression de besoin au déploiement. On disait, l'outil est très flexible. Je peux en faire finalement mon meilleur allié au quotidien. Et du coup, c'est comment est-ce que je vais le personnaliser pour que ce soit le meilleur reflet de mon métier. Et surtout pas l'inverse. C'est un peu le titre, ça peut paraître une joke, mais c'est hyper important. La flexibilité d'un outil, c'est crucial parce que c'est pas à moi de rentrer dans des fonctionnalités, c'est plutôt l'inverse. C'est comment est-ce que les fonctionnalités vont me rendre le meilleur service. Et l'important, c'est de bien savoir ce dont j'ai besoin, de pouvoir l'exprimer pour qu'après, je puisse être, si possible, accompagnée pour que je puisse bénéficier de l'expertise de multiples déploiements, me faire gagner du temps, ça c'est important, c'est-à-dire que plutôt que d'apprendre au fur et à mesure de patauger entre guillemets à découvrir les fonctionnalités, si j'ai une structure à mes côtés qui me guide en fait dans les meilleurs aspects, je vais gagner forcément du temps. D'avoir quelqu'un qui a aussi une méthodologie, de ne pas faire les choses à l'envers. Il n'y a rien de pire que de commencer un truc, d'arriver quasiment à la fin et de se rendre compte qu'on a oublié quelque chose qui était hyper crucial au départ et qu'il faut tout reprendre. Donc ça, c'est aussi intéressant. Et puis, d'avoir une montée en compétences. On le disait, on a un outil hyper flexible. Je peux commencer avec quelques éléments, un pipe presque simpliste, des outils de mesure qui répondent à mon premier besoin. Et puis après, quand je vais monter en croissance et que du coup mes besoins vont aussi évoluer, d'avoir quelque chose qui se structure et qui devient vraiment beaucoup plus travaillé, beaucoup plus fin aussi dans les éléments que je vais pouvoir apporter en réponse ou en éléments de mesure. Donc cette phase-là, elle est importante dans l'accompagnement qu'on apporte. Par exemple, on a des ateliers qui peuvent paraître un peu denses, mais qui sont pour nous importants parce que c'est là qu'on va comprendre quel est le besoin métier, et on met de côté l'outil dans un premier temps, quel est le besoin métier, et après, charge à nous de le traduire techniquement dans l'outil. C'est très intéressant et je pense que c'est souvent une étape qui est un peu mise de côté ou du moins bâclée et c'est dommage parce qu'encore une fois, aujourd'hui on a une myriade de stratégies qu'on veut mettre en place, ça donne envie quand on voit le résultat chez nos pairs, chez nos concurrents, mais vraiment moi je pense que le plus important, et c'est ce que tu as dit Isabelle, hein, faut vraiment se poser, enfin, faut faire un pas en arrière et se poser la question en toute humilité, pourquoi je vais mettre ça en place et quels seraient les résultats que j'aimerais voir. Ça peut paraître un luxe. Aujourd'hui, je crois qu'un des luxes en 2022, c'est d'avoir le temps. Mais ce temps-là, il est précieux pour ne pas se planter derrière. C'est-à-dire que c'est s'accorder ce temps de réflexion, de poser les choses sur la table, de, comme tu dis, faire un pas en arrière ou un pas de côté, on l'appelle comme on veut, mais de regarder posément d'une manière macro, qu'est-ce que je veux pouvoir apporter, et après on se posera les questions de détail. Tout à fait, tout à fait. On prend un exemple? On prend un exemple, c'est parti, avec Zeop. Zeop, c'est une entreprise qui est basée à l'île de la Réunion. Ils sont environ 100 employés aujourd'hui. Et donc, ils ont fait le choix d'utiliser le service hub de HubSpot. Et moi, ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est finalement le contexte. Pourquoi est-ce qu'ils ont pris cette décision? Puis surtout les résultats, hein, concrètement, c'est pas tant de parler uniquement du service hub, c'est aussi de se dire qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui sur l'expérience client, etc., et qui a fonctionné. Un peu de contexte, donc Zeop, c'est la référence en termes d'accès à Internet à très haut débit et de fibre optique sur l'île de la Réunion. Et donc, en 2019, ils ont décidé d'inaugurer leur propre réseau mobile. Donc là, c'était quand même un gros challenge pour eux. Et donc, par rapport à ça, évidemment, d'avoir une expérience client qui soit la plus efficace et positive possible. Alors, en termes de problématiques, on avait trois posées. La première, c'était de trouver une solution pour répondre aux besoins croissants des clients. En effet, là, ils faisaient une montée de gamme, hein, ils allaient développer leurs services et leurs produits. Bon, bah, comment, face à l'augmentation des clients, comment aussi répondre à une demande qui, donc, évidemment, croître en fonction de l'entreprise. Autre problématique, c'était d'automatiser et de centraliser
pour une meilleure visibilité et efficacité leur service client, évidemment. En fait, Zeop, ils utilisent une solution in-house, donc ils avaient développé eux-mêmes, qui à l'époque où ils étaient peut-être un peu plus petits, fonctionnaient très bien, mais en fait qui permettait très peu d'alignement, de transparence sur les données et d'automatisation. Donc en effet, là c'était une vraie problématique qui se posait, de trouver un outil qui pourrait leur permettre de solutionner cette problématique. Et enfin, de renforcer leur gestion des relations clients. Évidemment, plus on se développe, plus on va aussi avoir peut-être des clients qui vont avoir besoin d'accompagnement. En termes de solutions, enfin de résultats plutôt, je te laisse passer à la slide suivante. Merci. Je t'écoutais. Voilà. Les paroles. En termes de résultats, donc après avoir déployé le service Hub, et là, donc c'est au cours des 6 premiers mois d'utilisation. Je répète, 6 premiers mois d'utilisation. C'est important. Oui, c'est important. Parce qu'on ne sait pas au bout de 3 ans, c'est au bout de 6 mois. Donc les tickets ont été traités avec une tendance qui croît globalement de mois en mois. Donc chaque mois, les tickets sont traités de manière encore plus rapide qu'au début. La durée de traitement de ces tickets elle a diminué de 75%. Je répète, 75% les 3 derniers mois par rapport aux 3 premiers mois d'utilisation de la plateforme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être dans les 3 mois après, qu'on leur demande d'ailleurs, parce que ça date de 2021, ce cas d'étude, sûrement que ça n'a fait qu'augmenter et de s'améliorer. Et enfin, le délai de prise de contact moyen a diminué de 65% entre juin 2021 et novembre 2021. Donc, moi, ce que j'en retiens de ces résultats, c'est qu'en effet, on a répondu aux problématiques qui se posaient, c'est-à-dire automatisation, amélioration de la gestion de la relation client. Et j'imagine que leur CSAT et leur NPS étaient clairement bien plus élevés que aux 6 premiers mois. Et puis finalement, l'outil a permis de mesurer ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on peut avoir une notion de sa satisfaction client par rapport au retour qu'on entend ou autre, mais pouvoir le mesurer concrètement et voir des courbes s'infléchir dans un sens ou dans l'autre, c'est vraiment pertinent et intéressant parce que ça permet aussi une réactivité plus efficace. Quand on voit d'un seul coup monter en flèche le nombre de tickets, ça nécessite forcément de se poser, de regarder ce qui se passe. C'est révélateur, donc on peut tout de suite le mesurer. Si on prend d'un seul coup plus de temps, c'est pareil, c'est qu'est-ce qui se passe. À l'inverse, quand ça s'améliore, c'est toujours satisfaisant de pouvoir le partager aussi en équipe. On arrive au terme de notre présentation. Ça fait 45 minutes que l'on vous parle. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Pour conclure, et si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à nous ajouter sur LinkedIn. Ravi d'échanger avec vous, bien sûr. Comme je vous l'ai dit, moi je travaille pour HubSpot Academy. On offre des formations gratuites en vidéo à la demande, donc n'hésitez pas à vous y rendre. On a beaucoup de documentation sur le service Hub, sur le reporting, etc. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y aller et à l'utiliser sans modération. On a aussi une base de connaissances HubSpot avec plein d'informations sur les sujets divers et variés. Moi, mon conseil, c'est d'aller sur Google et de taper votre question HubSpot et vous allez tomber directement sur la base de connaissances qui est bien référencée. Tiens, c'est un truc qu'on n'a pas évoqué, ça. La base de connaissances, c'est intéressant en termes de SEO. Parce qu'effectivement, comme tu le dis et tu l'illustres, en tapant sa question sur Google, si on a bien travaillé, ça permet de remonter dans les premières réponses et du coup, c'est bénéfique aussi pour le référencement naturel. C'est tout à fait vrai. En plus, je l'ai dit naturellement, sans vouloir faire passer aucun message. Mais en effet, après, il faut bien préciser HubSpot sur d'autres points, même si on a beaucoup de partenaires qui sont très bien référencés aussi aujourd'hui. Mais donc, techniquement, vous pouvez accéder à la base de connaissances via Google en posant votre question. Et comme je vous le disais au début de la session, mais je vous ai mis des liens pour 2 rapports à HubSpot sur l'évolution du service client 2022 et comment fournir une expérience de service client supérieure avec tous les chiffres qu'on a pu voir aujourd'hui, ils viennent de là, donc n'hésitez pas, c'est gratuit, libre d'accès. Alors, si on fait un petit résumé de ce qu'on a appris aujourd'hui, on l'a dit, on vient de vivre et je pense qu'on n'est pas sorti complètement, mais on a vécu un changement assez radical de mode de fonctionnement et de relations clients et d'expérience client depuis les 2 dernières années. Je pense qu'on est un prémisse de ce qui nous attend aussi. L'exigence est là.
le besoin de personnalisation, le besoin d'être unique dans la relation avec les marques. Donc, on a besoin d'avoir un service client qui est performant et c'est encore plus essentiel aujourd'hui. Il y a des outils qui existent pour ça. Ils ont été présentés notamment par le biais du service Hub. Et le fait de se faire accompagner dans la mise en place de ce type de projet, bah, c'est aussi avoir des résultats significatifs plus tôt, de bénéficier d'une expertise et d'une méthodologie, on l'a dit, donc d'avoir ce triptyque qui permet de répondre à des attentes qui évoluent de la part de nos clients. C'était un très beau mot de la fin, Isabelle. On a parlé pendant 40 minutes. Moi, j'ai envie qu'on prenne au moins 10 minutes, si besoin, pour répondre à vos questions. J'en ai vu passer dans le chat, donc on va les prendre une à une. Mais si vous en avez d'autres suite à cette session, bah, n'hésitez pas à nous les poser. On est là pour ça. Même à interagir avec nous. Hein. Je vois que Marc nous a fait des retours, donc on va y revenir. Mais en tout cas, moi, je tenais à te remercier, Isabelle. C'était un plaisir d'animer cette session avec toi. Plaisir complètement partagé. Avec un format que je trouve très sympa, qui m'a beaucoup manqué, de faire un peu de présentiel. Donc, j'espère que ça vous a plu aussi, ce format un peu hybride, d'avoir deux personnes toujours en distanciel, mais au moins les deux présentateurs ensemble. Et merci pour votre attention. Merci d'avoir passé ce temps avec nous aujourd'hui. Et n'hésitez pas maintenant à nous poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Alors, Laurence a une question donc, que je vais lire pour tout le monde. La plateforme semble très simple à prendre en main. Quel est le temps de mise en place de ce type d'outil et quelles sont les personnes impliquées? Tu veux prendre la réponse? Vas-y, je compléterai. Alors, c'est une question très large et je pense que ce qu'il faudrait commencer, c'est de se poser les bases. Donc, quelles personnes impliquées? Moi, je pense que plus on est, mieux c'est. En effet, la direction, donc du côté opérationnel, chef d'équipe, du service client. Quel est le temps de mise en place de l'outil? Tout dépend du type d'outil. Là, je vous ai montré la solution complète. On peut aussi en sélectionner certains aspects. Ça dépend de votre niveau de maturité. Également, ça dépend du chantier entre guillemets que vous voulez mettre en place. Donc moi, ma réponse, ce serait ça dépend du cas de figure. Et c'est pour ça que, encore une fois, on parle de personnalisation. Je ne peux pas vous dire, alors attention, pour service Hub, ça va prendre tant de temps avec telle et telle personne. Ça va vraiment, c'est au cas par cas. Ça dépend de votre cas de figure à vous, de votre cas d'usage et surtout de ce que vous voulez en faire. Alors pour compléter, on peut avoir une trame en fait qui existe, une sorte de méthodologie à suivre. L'important c'est effectivement de personnaliser. C'est aussi de ne pas croire qu'une fois qu'on a finalisé son pipe de service, de support client, c'est terminé. C'est-à-dire qu'il faut vraiment l'imaginer comme quelque chose qui vit et qui va se nourrir au fur et à mesure des évolutions. Donc prévoir des temps de recettage ou de mise à jour réguliers. Il n'y a rien de pire que de laisser vivoter un pipe en se disant bah, c'est bon, on a fait et vaille que vaille, et de se rendre compte au bout de 6 mois, quand on remet le nez dedans, que finalement il y avait une étape hyper importante qu'on n'avait pas prévue et que ça a généré une insatisfaction. Rattraper une insatisfaction, c'est beaucoup plus long. Donc autant venir régulièrement challenger ce qu'on a posé sur le papier et qu'on a traduit techniquement dans l'outil pour s'assurer que, un, on est toujours raccord par rapport à ce qui est attendu, deux, la mesure de performance reflète bien les engagements qu'on a pris vis-à-vis de nos clients, et trois, la remontée des collaborateurs, parce que, on le redit, l'outil est hyper précieux, mais il ne fait pas tout. Donc, bien se nourrir de ce qui se passe aussi sur le terrain, dans un service client, dans un centre de relations clients, par exemple, il y a énormément d'informations qui remontent des clients directement. Donc, autant s'en nourrir pour pouvoir toujours optimiser. Et en temps, je dirais, il faut le compter à minima sur 5-6 semaines. Ça peut paraître important, mais ça ne s'improvise pas. C'est le reflet du métier, c'est le reflet de l'engagement. Donc, bien prendre ce temps de réflexion, la construction du pipe, et puis d'avoir le temps de challenging derrière. J'espère que ça répond à votre question, Laurence. Et encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter. On a une slide avec nos noms encore, je pense, ici. Voilà, donc Isabelle, Tiffany, n'hésitez pas à nous ajouter sur LinkedIn. Ravie d'approfondir le sujet avec vous. On a encore un peu de temps pour une autre question. Si vous en avez, n'hésitez pas.
Ce sera avec plaisir et surtout d'avoir en tête la flexibilité, je le redis, mais c'est important d'avoir, de se munir d'un outil qui est suffisamment flexible pour l'adapter à son métier. C'est important parce que c'est chaque marque et chaque service, chaque produit, chaque support client a sa méthodologie, ses process et c'est important d'avoir un outil qui s'adapte à ces process et qui est le reflet de ses engagements. Eh ben, je pense que ce sera notre mot de la fin, Isabelle. Merci. Ça y est. Merci. Merci à tous, encore une fois. Hein, merci d'avoir passé presque toute une heure avec nous. J'espère que vous avez apprécié la session, que vous avez appris des choses, que ça vous a plu. En tout cas, moi, c'est le cas. Donc, merci encore. Merci à vous, merci à Isabelle. Et puis, merci à vous. Et je vous souhaite une très, très bonne journée à toutes et à tous. Et j'espère à très bientôt. J'espère que la prochaine session, on pourra la faire non plus en hybride, alors qu'on aura encore des personnes à distance, mais qu'on pourra le faire avec un public, parce que ça sera encore plus chaleureux, même si je le répète, c'était un vrai, vrai plaisir de pouvoir le faire à tes côtés pour de vrai. Partagez, vraiment partagez. Bonne journée à tous, et puis j'espère à très bientôt. Bonne journée.